aujourd'hui donc sur le webinaire. On a plus d'une cinquantaine d'inscrits, donc c'est très encourageant. Bienvenue donc à ce premier webinaire organisé par Propulsion Québec. Donc Propulsion Québec, la grappe industrielle des transports électriques et intelligents. Nous avons fait le choix de présenter, de préparer, grâce à l'aide d'experts externes, une série de webinaires sur les différents outils concrets pour aider les entreprises et les membres du secteur des transports électriques intelligents à se préparer à la relance et à la reprise des activités, afin qu'ils puissent être outillés et vraiment pouvoir saisir les opportunités qui vont, on l'espère, se présenter dans le cadre de cette relance et aussi redémarrer, si c'est le cas, leurs activités. Donc, ce premier webinaire, on a la chance d'accueillir donc l'équipe de Raymond Chabot-Granterton, donc par la présence de Nancy Jalbert et Pierre Fortin, tous les deux associés en conseil et management. Donc, ce webinaire est enregistré. Petit rappel, donc vous n'avez pas la possibilité de parler ou de faire un signe à travers la vidéo puisque les micros et les caméras sont coupés. Par contre, vous avez dans le bas de l'écran de la fenêtre Zoom, vous avez un menu qui s'appelle Q&A ou QR en français, qui est le portail pour pouvoir poser des questions et des réponses. On va se garder un bon 15 minutes à la fin du webinaire pour pouvoir traiter le plus de questions possible. Et donc, on vous invite à indiquer vos réponses dans cet outil de clavardage-là. On va les noter, on va les regrouper par thématique. Puis, à la fin de la présentation de Nancy et Pierre, donc, on animera la discussion et je poserai vos questions aux conférenciers afin qu'ils puissent y répondre. Donc, je vous remercie. Puis maintenant, je vais laisser la parole à Nancy et Pierre pour commencer la présentation. Merci beaucoup, Victor. Merci à tous d'être présents à ce webinaire sur les essentiels de la relance des affaires. Je suis accompagné de ma collègue là, Nancy Jalbert, tous deux associés. Moi, ça fait peut-être me présenter. Je suis Nancy peut-être en 2 secondes. Moi, je suis associé chez Raymond Chabot depuis 2006, responsable là, pour toute la grande région de Montréal là, de la pratique de performance organisationnelle. Et ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Bonjour, Nancy Jalbert, associée en conseil en management dans la région de Québec. Je me spécialise en stratégie et en accompagnement des organisations PME dans l'Île du Québec. Mon bureau, moi, je suis positionnée à Québec. Merci Nancy. Donc, la présentation va se dérouler là, en 6 temps. On va parler de la situation actuelle, des impacts économiques, comment stabiliser l'entreprise en vue de la relance. Et Nancy viendra vous présenter des 8 essentiels que nous avons bâtis à titre de cadre de référence pour conclure dans plus ou moins 45 minutes de façon à avoir une période de questions adéquate là, pour faire le tour de la question avec vous. À cet égard-là, peut-être rapidement rentrer dans la situation actuelle, les grandes étapes de la pandémie. Évidemment, on a passé à travers l'interpandémie, l'alerte de la pandémie avec les grandes phases. On est actuellement toujours dans la période de pandémie. Évidemment, actuellement, on voit un phénomène au Québec, qui est la distinction entre la grande région de Montréal et les autres grandes régions, où on commence à être dans la période post-pandémie à l'extérieur de la grande région de Montréal, mais on est toujours dans la période de réaction et de tentative de contrôle de la pandémie là, au niveau de la région de Montréal. Donc, dans notre graphique, là, on va commencer à voir point une distinction à cet égard-là. Les impacts économiques, évidemment, sont phénoménales. Puis, les données qu'on vous montre là sont les données de mars. Maintenant, les données d'avril sont sorties là, hier ou vendredi. À savoir, là, on parlait d'une diminution d'1 million d'emplois par rapport à février. On était à la fin mars. Un taux de chômage qui avait augmenté de façon importante. À la fin avril, on parlait d'un taux à 17,8 %. Donc, des estimations de baisse du PIB qui seront les plus marquées là, depuis une soixantaine d'années, selon Statistique Canada. Et l'autre élément
qui est phénoménal dans cet élément-là, c'est que par rapport aux autres crises antérieures, c'est le temps que ça leur a pris pour diminuer, que la baisse du PIB se fasse ressentir. Dans les autres crises économiques qu'on a vécues, mais on voyait que le passage d'un PIB positif à négatif se déroulait sur une période de quelques mois, voire un an ou deux. Maintenant, on parle en termes de semaines, voire de un mois ou deux pour subir cette récession-là, si on peut l'appeler ainsi à cet égard-là. Au niveau des différents secteurs, évidemment, le secteur de l'hébergement et de la restauration est le secteur le plus impacté au niveau des statistiques, toujours entre février et mars, là, à plus de 20 L'industrie forestière également là, est un secteur impacté. Ceci dit, on n'a pas aucun secteur qui peut penser qu'il n'est pas impacté par l'actuelle pandémie, les services d'infrastructure de loisirs, les services d'enseignement, les services de la construction, bien que les chantiers sont réouverts maintenant, ont été impactés de façon majeure et les impacts se feront ressentir encore pendant plusieurs mois. Autre donnée, en termes de variation du nombre d'emplois selon la taille d'entreprise, encore une fois, on voit que dans les secteurs des services, les entreprises de moins de 20 employés sont les plus impactées à cet égard-là, avec une baisse de 15 du nombre d'emplois. Évidemment, ça touche beaucoup les commerces de proximité et la restauration. Et bizarrement, c'est les entreprises de production de plus grande importance, à moins 9 qui sont les deuxièmes plus impactées à cet égard-là. Une baisse là, qui, évidemment, peut être en lien aussi avec la fermeture des frontières que l'on vit là, depuis maintenant, là, le début mars. Autre élément, évidemment, on passe rapidement, mais nous, l'analyse qu'on peut en faire, c'est actuellement, on a vu l'effondrement de l'économie. On est toujours en période de réaction. Évidemment, la période de turbulence n'est pas terminée, notamment dans la grande région de Montréal. Ceci dit, pour la période de relance, et ça vient positionner le cœur de notre sujet, les entreprises qui seront innovantes, les entreprises qui seront proactives et qui seront en amont des autres et en mode planifié, auront le maximum d'opportunités, auront le maximum de chances de rebondir adéquatement et de pouvoir repartir sur un cycle économique positif, contrairement aux entreprises qui auront été réactives et qui auront subi la crise plutôt que la combattre, si je peux m'exprimer ainsi, de façon à s'assurer d'une relance et d'un rebondissement au niveau de chacune de nos PME dans l'économie québécoise. À cet égard-là, la façon que nous, on voit le processus de relance, on le voit en trois grandes étapes. Un, de s'organiser et d'assurer une vigie des différents programmes. Évidemment, vous êtes déjà en œuvre à cet égard-là, j'en suis convaincu comme tel. D'analyser, de planifier notre environnement qui aura été impacté de façon importante. Les paradigmes que l'on pouvait avoir ne seront plus les mêmes et d'agir et d'innover en fonction d'un nouveau contexte d'affaires qui aura évolué de façon significative. Donc, de se mettre dans une posture mentale d'innovation, comme le disait notre PDG d'Hydro-Québec, et d'accélérer les changements. Au niveau de l'organisation et d'assurer la vigie, évidemment, on disait qu'il faut se lever la tête, se mettre dans une posture d'innovation. Il est facile de tomber dans un mode d'urgence où on va gérer la priorité du jour. Vous en avez à tous les jours, vous êtes frappé par un nouvel inconvénient relié à la pandémie. D'un autre côté, il y a un nouveau programme qui vient, on en a eu beaucoup dans les dernières semaines, qui vient nous dire, bien, on devrait peut-être faire ça, faire ça, faire ça. Ceci dit, il faut
relever la tête et dire, bien, ma forêt, là, ma nouvelle forêt a l'air de quoi? Se mettre dans une posture d'innovation, de création, c'est ce qu'on veut dire. Il faut continuer à avoir une perspective à long terme pour s'assurer de gérer cette relance-là. Ceci dit, il faut piloter par une cellule de crise, par une cellule de relance. Donc, la posture à cet égard-là, on se met dans une mode plus stratégique que tactique et il faut s'assurer, par contre, de continuer dans cette relance-là à gérer les risques et à être dans une posture dynamique, à savoir que le plan qu'on va faire aujourd'hui, probablement qu'il va évoluer selon la situation et selon aussi comment évoluera, là, je reprends le même mot, là, au niveau de la pandémie. Exemple, s'il y a une deuxième vague, ça sera quoi notre stratégie? Comment on s'adaptera à cet égard-là? C'est tous des éléments qu'on doit s'assurer que notre plan va être dynamique pour les prochaines années. Au niveau de l'analyse et de la planification, le cadre de référence qu'on a pris, c'est le PESTEL. C'est un cadre reconnu, à savoir qu'on doit s'assurer de définir et de voir venir dans notre secteur d'activité les différentes tendances en matière au niveau politique. Bon, c'est quoi les programmes, c'est quoi les défis qu'il y aura, comment se comporteront des gouvernements qui seront en déficit de façon majeure. Comment relancera l'économie? Déjà, on prévoit que pour l'année 2021, on sera dans une certaine reprise, mais que le niveau économique qu'on avait avant la crise ne sera pas complètement compensé par rapport à la situation actuelle. Comment, au niveau socio-culturel, au niveau comportement des consommateurs, est-ce que le niveau de confiance de nos consommateurs sera adéquat? Est-ce que, puis là, je vais parler de gens qui sont dans la grappe du transport à cet égard-là, comment se comportera le transport actif? Comment on se comportera vis-à-vis de l'environnement? C'est tous des éléments qui auront changé à cet égard-là. Puis là, je rejoins le volet écologique également. Et évidemment, on est tous ce matin en webinaire. Comment la technologie sera mise au centre de nos modes de travail, de nos modes de vie pour nous assurer de maintenir une prestation de service et un contact humain adéquat. Donc, c'est tous des changements, c'est tous des enjeux qui auront des impacts sur mon organisation. Je dois être en mesure de les analyser de façon à me mettre dans une position d'agir. À cet égard-là, une des façons de le faire, évidemment, on présente le BMC, le Business Model Canvas, qui doit nous permettre, qui est un outil pour reviser notre modèle d'affaires en fonction de nouvelles réalités de marché. Les réalités de marché, j'en ai parlé amplement tout à l'heure dans la setup précédente. Ceci dit, les horizons de réaction, récupération et reprise ne sont pas les mêmes et le comportement que j'aurai au niveau de mon entreprise et les impacts sur mon modèle d'affaires, de ma proposition de valeur ne seront pas nécessairement les mêmes. À cet égard-là, on veut le plus rapidement possible au niveau de nos entreprises se mettre dans l'horizon de reprise et de retour sur mes orientations stratégiques et de croissance. Ceci dit, il faut s'assurer que mon modèle d'affaires tient toujours la route en fonction d'un marché qui aura nettement évolué. C'est pour ça que faire la révision de notre proposition de valeur et de notre modèle d'affaires sont définitivement une bonne pratique de façon à s'assurer, comme je le disais tantôt, de relever la tête. Maintenant, comment on agit et on innove en conséquence, je prête la parole à ma collègue Nancy. Oui, bonjour. Désolée, il fallait que je parte mon micro. Donc, chez Raymond Chabot, ce qu'on a fait là, quand on est entré en période de crise, on s'est dit les entreprises vont avoir besoin d'un cadre pour réfléchir, pour d'un, faire face à la crise, mais aussi pour pouvoir se relancer. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a réfléchi aux 8 actions essentielles à poser et à regarder pour vous aider dans votre cadre de relance. Retrouver la stabilité, vous relancer, prendre en compte les paramètres dont Pierre vient de discuter. Donc, 8 thèmes
sur lesquels je vais approfondir. Et quand on regarde une entreprise, ces 8 thèmes-là sont importants, mais peut-être pas tous au même niveau pour chacun. Donc, il se peut que dans une entreprise, j'ai une crise de liquidité qui est plus importante qu'une autre. J'ai moins de moyens pour investir, alors que dans une autre, j'ai les liquidités, mais je dois me réinventer. Alors, ces 8 essentiels-là, il faut les regarder. Je pense qu'on doit passer un tour d'horizon dessus comme organisation quand on s'analyse, mais on doit peut-être la profondeur de chacun ou l'importance de chacun peut être différente. On va passer au travers de ces essentiels-là. Premier élément, et on l'a mis en premier parce que la crise actuelle a fait fermer des entreprises. Il y en a qui sont au ralenti, il y en a qui ont accéléré aussi pour certaines raisons parce qu'il y avait des secteurs essentiels qui ont été gardés ouverts. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les liquidités demeurent au cœur de la réflexion qu'on doit avoir. Le fonds de roulement est nécessaire. Et là, quand on dit on doit s'analyser, bien, de faire un budget de caisse, d'aller poser des hypothèses. J'ai de l'encaisse jusqu'à quand? Je suis capable de faire face à la crise pendant combien de temps? Est-ce que j'ai les facilités de crédit ou les marges de manœuvre nécessaires ou je dois ce matin prendre des rencontres avec mon banquier et l'appeler et faire des ententes avec lui? Est-ce que aussi, les questions qu'on doit se poser, est-ce que oui, j'ai suffisamment de liquidité, mais au moment où je vais sortir de cette crise-là, où je vais peut-être avoir reporté des paiements, où je vais peut-être avoir ajouté des nouvelles dettes parce que j'ai pris des ententes avec mes financiers, quelle sera la structure de mon bilan? Est-ce que ma charge financière va devenir très importante au sortir de la crise? Donc, il faut le modéliser, tout ça. Et ça, il faut le faire en mode continu. Hier, j'avais une rencontre avec un client qui me disait « Je ne peux pas faire de budget de cash flow parce que mon budget de cash flow, il change. » Effectivement, il change et il faut revenir le revoir et le monitorer presque au quotidien pour voir qu'est-ce que ça donne, les liquidités. Analyser nos ratios de bilan, je le disais, et là, bien, de voir nos perspectives de vente. Quand est-ce que je vais réencaisser de l'argent? À quel moment je vais pouvoir le faire? Et nécessairement, mais c'est quoi les ententes aussi que je peux prendre avec mes fournisseurs? On va en parler dans le cycle d'approvisionnement. Vous aviez peut-être des plans d'investissement quelconques, peut-être en R&D, surtout dans votre domaine, en immobilisation. Ces plans-là, on fait quoi avec? C'est quoi le futur? C'est appuyé probablement avec une stratégie d'affaires. Comment je vais les décaler dans le temps? Quel est l'impact de faire ça si je ne fais pas mes investissements? Donc, vraiment, d'avoir une pensée liquidité et de s'assurer que vous allez chercher toutes les mesures d'aide possibles et impossibles, de vous garder à flot là-dessus parce que ça, c'est fondamental de pouvoir aller chercher les aides pour pouvoir vous amener des liquidités et de voir à monitorer aussi toujours votre structure de financement, de faire des ratios, des scénarios réalistes de besoins financiers. Puis comme je le dis, de travailler avec vos partenaires pour être sûr là, que vous anticipez plutôt que vous réagissez. Donc, les liquidités, c'est important. Stabiliser, améliorer les ventes, Pierre le disait, ajuster le modèle d'affaires. Aujourd'hui, est-ce que mon modèle d'affaires ou la façon dont je travaille avec mes clients ou mes clients potentiels, ce que je faisais avant, est-ce que c'est encore la même façon? Est-ce que je vais générer des revenus de la même façon? Donc, il y a toute l'habitude des clients qui va changer et comment je m'assure que ce modèle de vente-là, est-ce qu'il devient en ligne? Est-ce que j'amène à mes clients de l'information supplémentaire? Est-ce que je l'aide à transiger avec moi? Donc, nécessairement, il y a un modèle d'affaires à revoir. Et est-ce que je peux générer des ventes autrement? Ou à partir de ce que je fais, est-ce que je peux ajouter une gamme dans mes produits, dans mes services pour pouvoir aider à augmenter ces ventes-là? Et on l'a vu, là, toutes sortes de situations d'entreprises qui ont des capacités opérationnelles, qui ont utilisé leurs capacités pour faire autre chose. Oui, en temps de pandémie, mais peut-être par la suite. Donc, ça s'intègre dans le modèle d'affaires et de s'assurer qu'on a mis l'expérience client en priorité. Les canaux de vente, je viens de le dire, c'est sûr que d'aller travailler avec nos clients en ligne parce que ces clients-là vont avoir pris cette habitude-là. Mais il va falloir voir aussi, est-ce que
ma façon de générer des revenus, est-ce que je dois le faire seul ou maintenant je peux le faire en partenariat? Est-ce qu'il y aura des opportunités peut-être d'acquisition, de fusion aussi avec d'autres organisations pour que le volume de vente devienne vraiment intéressant? Donc, il y a des réflexions à faire sur comment je vais générer des revenus et à quel prix je vais les générer, ces nouveaux revenus-là. Le marché va avoir changé. Comment je fais le pricing autour de ça, ça va devenir important. Et en même temps qu'on pourrait être pressé d'avoir du top line pour avoir des ventes, bien, il faut que ces ventes-là demeurent rentables, demeurent profitables. Parce que si je veux faire des ventes et que je fais des ventes à perte, oui, je vais créer du top line, je vais créer de l'activité, mais les résultats sont importants. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est oui, ajouter de nouveaux produits, mais est-ce que géographiquement, je peux aller proposer ce que je fais ailleurs? Est-ce que je peux utiliser des nouvelles technologies pour fournir mes services? Est-ce que ces produits-là, ces services-là, je peux faire des variations sur ce thème-là? Donc, dans l'innovation, toutes les questions sont ouvertes et nécessairement de revenir sur qui est mon client, quelles seront ses habitudes, qu'est-ce qu'il va avoir besoin, ça va être quoi sa pensée? Bien, ça va aider à redesigner ou à redéfinir les ventes. À travers ça, on travaille avec des humains. On passe d'une situation, on était dans une situation de pénurie de main-d'œuvre à une situation de surplus de main-d'œuvre. Pierre le disait tantôt, on était à 17 de taux de chômage. Donc, il y a des gens sur le marché. Et même les gens qu'on va rappeler chez soi, dans nos entreprises, ces gens-là vont penser différemment. D'un, il y a des gens qui ont peur de retourner au travail, les mesures sanitaires, comment je vais le faire? Si on me laisse en télétravail, est-ce que je peux encore continuer? J'ai des enfants qui vont à l'école, des enfants qui ne vont pas, qui ont décidé de ne pas aller à l'école. Donc, on a toutes sortes de réflexions multidimensionnelles à faire autour des humains et de les aider à se sentir en sécurité, à se sentir appuyés. Et si on décide de rappeler à nos installations, les gens, il faut avoir un plan de gestion des retours. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'on a fermé la lumière une journée qu'on la rouvre de la même façon le lendemain matin. On a réinstallé, on a organisé nos installations, on a à fournir des équipements. Donc, il faut avoir un plan de retour au travail qui est vraiment important. Et ça, je fais le lien avec aussi la mobilisation et la marque employeur. Quand on était en pénurie de main-d'œuvre, on parlait beaucoup de la marque employeur, mais il ne faudrait pas gaspiller la marque employeur en faisant un retour qui est non planifié où nos employés ne se sentiront pas en sécurité. Donc, il faut quand même continuer à y penser. Et nos gens, les gens qui reviennent au travail ont donné un effort dans un contexte dans lequel ils n'étaient pas habitués. Ils ont vécu des choses intenses, soit à la maison, parce qu'ils ont des conditions personnelles qui sont différentes et des conditions professionnelles qui sont différentes. Des gens qui sont peut-être fatigués, des gens qui sont peut-être très stressés. Donc, la mobilisation va devoir continuer de s'en occuper. On va devoir continuer de fidéliser nos ressources, même si on tombe dans un mode à surplus d'employés, parce que nos employés clés, on va vouloir les conserver. Il faut leur donner tous les outils. Donc, le télétravail, pour certaines entreprises, c'est plus facile que d'autres. On est déjà en télétravail depuis quelque temps, mais ça va nous amener à réfléchir à nos politiques aussi. Est-ce qu'on va les faire perdurer, ces politiques-là? Donc, on a à se poser ces questions-là. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, nos politiques de travail à distance? Qu'est-ce que ça veut dire, les horaires flexibles? Parce que dans certaines organisations, ce n'était pas possible, ou on n'était pas rendu là, mais là, il va falloir quand même y penser parce qu'on y a goûté. Fait que les employés vont y avoir goûté. On parle aussi de sécurité informatique, je vais en reparler tantôt, mais nos gens partent chez eux avec des portables, avec des accès. On travaille à distance, donc il faut que ces gens-là soient bien formés sur la sécurité informatique, sur la confidentialité. Donc, dans certains secteurs. Donc, il faut nécessairement y réfléchir. Et je l'ai dit tantôt en liquidité, mais tout ce qui entoure les ressources humaines, il y a plusieurs programmes qui ont été proposés par les gouvernements, dont le PACME, dont la subvention de 75 %. Et ça aussi, il faut y réfléchir, s'assurer qu'on va chercher ce qu'il y a à aller chercher pour les programmes. Au niveau de la gestion des approvisionnements et des opérations, il faut bien penser qu'encore une fois, si on parle de la chaîne d'approvisionnement, cette chaîne-là, elle est totalement changée.
Si je m'approvisionnais à l'international, ben, est-ce que je suis encore capable de m'approvisionner? Et le retour, la reprise des entreprises, de mes fournisseurs, elle n'est peut-être pas au même rythme que ma reprise à moi. Donc, ça change tout le modèle d'approvisionnement, le fait de vouloir gérer en just-in-time avant et que maintenant, on peut se poser la question, est-ce que je continue comme ça à gérer en just-in-time ou c'est cassé et je vais devoir me faire des stocks de sécurité dans certains niveaux. Et si ces stocks de sécurité-là, je dois les revoir, bien, ça nécessite des cash flows, ça nécessite de l'argent. Donc, il y a une réflexion à penser à tout ça. Et nécessairement, comment je vais travailler avec les mesures sanitaires des produits qui arrivent, que je réintroduis soit dans des chaînes de production ou que je refournis, dépendamment de la nature des opérations. Donc, tout ce qui touche l'approvisionnement est à réfléchir. Et il y aura à réfléchir aussi à discuter avec nos fournisseurs. Ce que les entreprises vivent dans la crise de cash flow, ils vont vouloir accélérer les entrées de fonds et retarder les sorties de fonds. Mais votre fournisseur, lui, va vouloir accélérer alors son entrée de fonds à lui. Alors, comment on va trouver des terrains d'entente? Est-ce qu'on doit renégocier des ententes avec nos fournisseurs? Est-ce qu'on doit déjà anticiper ou être proactif pour aller revoir les contrats, ouvrir des ententes avec eux? Donc, ça, ce sont toutes sortes d'éléments peut-être microscopiques, mais auxquels il faut réfléchir, qui permettent de garder la tête hors de l'eau. Et plus on anticipe et on est proactif, bien moins c'est de pression à gérer. Et nécessairement, il va y avoir des délais, encore une fois, dans la chaîne d'approvisionnement qu'il va falloir tenir en compte dans notre service client. Parce que si j'ai de la difficulté à m'approvisionner, bien, j'ai un client à l'autre bout de la chaîne qui, lui, va attendre. Donc, il va falloir que j'introduise tous ces délais-là dans ma logique d'affaires, dans ma chaîne de valeur. Il va falloir que je me rende jusqu'à mes clients. Un des éléments qui va arriver aussi en approvisionnement, on va repenser ou ressonger à l'économie nationale pour se protéger. Il y aura des choses qui seront faites. On a vu le panier bleu qui est une initiative gouvernementale, mais on aura une réflexion sur où est-ce que je vais m'approvisionner, quelles sont mes pièces de remplacement, quels sont mes items de remplacement. Il y a tout ça aussi à réfléchir. Et nécessairement, le retour au travail amène une réflexion importante pour ramener les travailleurs dans les opérations. Dans certaines organisations, garder la distanciation sociale, ça va être facile. Dans d'autres organisations, faire une production, livrer ou réfléchir à quelque chose même. Donc, il y a dans les opérations une planification à faire. Et là, la capacité de production change. C'est-à-dire que si je dois produire sur deux quarts de travail le même niveau de production parce que je dois rappeler les travailleurs et garder la distanciation sociale, ce qui ralentit la cadence, ça change tout le modèle de coût. Donc, ce qu'on dit réviser les coûts de revient devient fondamental parce que mon modèle et mes capacités sont changées. Et ça, c'est vraiment de l'observer et de voir qu'est-ce que ça impacte tout ça et comment je planifiais avant de façon dynamique parce que j'ai des entreprises pour qui la planification était dans les systèmes et c'était très organisé. Hein? Celles qui sont 4.0 étaient très organisées, très orchestrées. Est-ce que je dois travailler sur ces modèles de planification-là, de production, pour venir les changer, les ajuster? Donc, c'est plein d'éléments à réfléchir. Et encore une fois que j'ai produit, une fois que je suis en contact aussi avec des clients, c'est quoi mes protocoles? On dit livraison, mais ça pourrait être pour rendre mes services de façon sécuritaire, pour rassurer aussi les clients, rassurer les employés. Donc, plein d'éléments à réfléchir au niveau opérationnel aussi. Et il faut se planifier, déterminer ce qui est prioritaire. Nancy, je me permets de te couper 15 secondes pour te laisser prendre ton souffle. J'invite les participants qui ont levé la main ou qui ont signalé, qui se sont signalés dans la liste des participants à vraiment taper leurs questions dans l'outil de questions-réponses pour, même si c'est des commentaires sur, il y a que, en fait, les questions ne sont pas partagées à l'ensemble des participants. Donc, c'est votre façon à vous de pouvoir entrer en contact avec les organisateurs. Merci, Nancy. Super. Donc, je continue à investir dans la technologie, la cybersécurité. Comme moi, vous lisez
les entreprises qui s'en sortent relativement bien, on va le dire comme ça, dans la crise actuelle, sont celles qui avaient investi dans leur transformation numérique. Que ce soit la capacité de faire du télétravail, que ce soit celles qui sont passées à l'industrie 4.0, donc celles qui ont déjà automatisé et intégré à leur système, leur chaîne de production, leur chaîne opérationnelle, qui ont déjà de l'information sur leurs KPIs, qui sont déjà en ligne avec leurs clients, qui sont en lien technologique aussi avec leurs fournisseurs. C'est sûr que ça, c'est un avantage concurrentiel. Donc, dans l'innovation, il faut réfléchir à amener cette conversion, cette transformation numérique-là. Parce que si je suis capable de monitorer une usine à distance, si je suis capable d'avoir de la donnée pour entrer en contact avec mes clients, si je suis capable d'avoir des indicateurs de performance en temps réel, je suis déjà plus performant. Au Québec, on accusait un retard en notre transformation numérique et nécessairement, je pense que ça vient nous montrer que plus on sera transformé numériquement, plus on pourra atteindre des niveaux de performance. Et nécessairement, il y a quelqu'un, la PDG de Manufacturiers Exportateurs du Québec disait les mesures de distanciation vont faire en sorte qu'il faudra davantage d'automatisation et de robotisation, mais je dirais même d'automatisation et de robotisation intégrée pour que je puisse le faire à distance. Et plus on aura cette transformation-là, plus on pourra aller au-devant et devenir compétitif. Et je pense que de continuer à réfléchir, à avoir un plan de transformation numérique. Et là, vous allez peut-être dire, oui, mais quelle sera notre capacité à investir? Encore une fois, on peut utiliser des moyens technologiques simples pour résoudre au fur et à mesure certains problèmes plus légers. On commence tranquillement. On n'est pas obligé de faire le grand projet de transformation, mais à chaque fois qu'on introduit de la technologie, à chaque fois, on se donne une capacité supplémentaire. Et vous l'avez vu, je vais donner un secteur, par exemple, la restauration, où il y a des gens, ou même dans le détail, ce n'est pas votre domaine d'affaires, mais il y a des gens qui ont utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir des produits et pour vendre, continuer à demeurer opérationnel. C'est un moyen simple, mais on a travaillé par la technologie. Donc, il faut pouvoir continuer d'intégrer cette technologie-là et de faire les projets et de réfléchir aux projets. Peut-être que vous n'investirez pas demain, mais au moins, ayez-le dans votre pipeline, dans votre réflexion de sortie de crise et dans la priorisation. Mais si on fait ça, on l'a vu aussi, il peut y avoir des enjeux de cybersécurité. On a eu je n'ai pas les statistiques, mais il y a eu des hausses de piratage de données, encore une fois, importantes dans cette crise-là, et ça fait émerger ça. À chaque fois qu'on s'en va technologique, à chaque fois qu'on intègre la donnée, il faut penser à la cybersécurité, il ne faut pas l'oublier. L'autre élément auquel il faut penser, qui demeure important, c'est la surveillance des résultats. Les indicateurs de mesure vont avoir changé. Je parlais de capacité de production tantôt ou d'opération. Je parlais de niveau de vente. Je parlais de niveau de satisfaction clientèle. Quelle sera la mesure de sa satisfaction? Quels seront les indicateurs qui vont me permettre de dire que je suis en train de passer à travers la crise ou pas? Donc ça, là, on ne monitore plus l'entreprise comme on monitorait avant. Il faut avoir quelques indicateurs clés qui nous permettent de voir comment on évolue et ils vont changer dans le temps, ces indicateurs-là. Et il faut les suivre de façon serrée, périodique. Dans un contexte comme celui-là où tout est changeant, où une journée arrive une nouvelle qui peut faire changer quelque chose, on n'a pas le choix de revoir nos indicateurs, on n'a pas le choix de se revirer de bord. On est dans une gestion plus court terme. Oui, il faut avoir une vision long terme, mais on est dans une vision plus court terme et nécessairement, on doit utiliser ces éléments-là. Toute la budgétisation, on parle de budget de caisse, mais on doit comprendre le budget de nos opérations et là, travailler sur nos modèles de revenus, nos modèles de coûts, calculer notre point mort parce qu'on a des frais fixes importants et nécessairement qu'on parle juste de locaux, qu'on parle d'installations qui sont des frais fixes alors que tout le monde est sorti de là, ce sont des frais fixes qu'on doit absorber. Donc, vraiment s'assurer qu'on a notre calcul de point mort, qu'on sait qu'est-ce qu'on a atteint, quels sont nos frais fixes, sur quoi on peut travailler. Puis
comment se mettre des plans de contingence. Et moi, ce que je dis là, concrètement, il faut se faire des scénarios et faire des simulations. Et ces simulations-là, bien, quand les paramètres changent, il faut aller les changer, puis il faut aller voir ce que ça peut donner pour vraiment s'assurer qu'on a de la donnée. Et oui, vous allez me dire, c'est difficile de planifier dans ce temps-ci, c'est difficile de poser des hypothèses qui vont tenir la route, mais il faut réduire les temps, la fréquence à laquelle on joue sur nos hypothèses. Mais quand on a les calculs près de soi, quand on sait ce que ça veut dire, bien, au moins, on est capable d'agir parce que sinon, on est un peu dans le brouillard et ça devient difficile à monitorer. Autour de ça, vous avez des parties prenantes, vous avez vos partenaires financiers, vous avez vos employés, vous avez vos clients, vos fournisseurs, des investisseurs, des actionnaires, vous avez des bailleurs de fonds. À ce moment-ci, il faut maintenir la communication. Et nécessairement, plus on est proactif en communication, plus on est ouvert, plus on est en avant, plus on sécurise autant nos bailleurs de fonds que nos clients, que nos fournisseurs, que nos employés. Donc, il faut avoir un protocole de communication pour sécuriser nos relations parce que la relation qu'on a établie actuellement, on veut qu'elle perdure après. On le voit là, dans la période de crise, on devient tous plus fébriles et c'est une chose qu'on oublie de faire. Donc, bien s'assurer, maintenir sa réputation de bon citoyen corporatif, mais aussi une réputation avec tout ce beau monde-là. Je parlais de la marque employeur tout à l'heure, mais avec nos clients aussi. Donc, ça devient encore une fois fondamental. Il faut penser à gérer nos risques. Ils émergent de toutes parts parce qu'on pourrait penser qu'on va sortir de la crise demain et que là, ça va s'atténuer parce que dans certaines régions du Québec, par exemple, on commence à lever certains niveaux de confinement, on commence à reproduire, etc. On commence à retravailler, mais il faut monitorer les risques et il faut avoir des moyens de mitigation. Si ça revient, on fait quoi? Si on referme, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut poser des hypothèses, encore une fois, faire quelques ateliers de gestion de risque, les plus importants, ceux qui nous apparaissent les plus fondamentaux et quels impacts ils peuvent avoir sur notre organisation, puis comment on peut les mitiger, ces risques-là. Ça devient un point, encore une fois, important. Donc, j'ai fait le tour rapidement des 8 essentiels, mais comme je l'ai dit, chacun n'est pas au même niveau dans chacune des organisations. Mais je pense que si vous prenez le temps de vous poser des questions dans chacune de ces petites boîtes-là, vous allez avoir des réponses et ça va vous aider à éclaircir vraiment. Et Pierre, je te transfère la parole pour la conclusion. Merci beaucoup, Nancy. Merci à tous. Peut-être en conclusion, là, vous voyez, c'est qui a le contrôle de la présentation. Donc, peut-être en conclusion, quelques points que je ramène. Un, re-questionner votre modèle d'affaires. N'hésitez pas à prendre un pas de recul. Le consommateur a changé, vos clients ont changé. Il faut s'assurer de la pertinence de notre proposition de valeur. Deux, conserver l'humain au cœur de vos préoccupations et de son plan de relance. On le mentionne, nous sommes dans une crise avant tout qui est sanitaire, qui touche chacun d'entre nous dans nos familles. Et nos employés, nos clients vivent de l'anxiété à cet égard-là. Assurons-nous de maintenir l'humain au cœur de cet élément-là. En période de crise, l'expression dit toujours « cash is king ». Gérez vos liquidités, protégez-les, négociez des ententes avec vos fournisseurs, comme le mentionnait Nancy. Et les deux autres points, je les mets ensemble. Piloter la cellule de relance, la cellule de crise dans une optique d'innovation pour vous assurer de bien rebondir et de vous assurer que votre organisation sera pérenne dans une économie et un monde qui auront changé significativement. Ceci dit, il faut garder espoir. Les temps de crise sont suivis de périodes de prospérité économique et ça, c'est démontré dans les 60 dernières années. On a toujours vu cet élément-là. Et évidemment, il faut garder le cap sur nos objectifs. Ceci dit, il y a des programmes qui ont été mis en place. Je ne suis pas un spécialiste à cet égard-là, mais un programme important, c'est le programme d'action concertée pour le maintien en emploi
un programme qui peut vous permettre de former vos gens jusqu'à l'équivalent de 100 000 là, tant en coût externe qu'en coût interne, et à raison de 100 de coûts subventionnés et à 50 au-delà de 50 000, de 100 000 excusez. Donc, à cet égard-là, c'est un programme qui est excessivement intéressant dans une optique où, si on se met dans l'optique, comme on le mentionnait, Nancy et moi, de transformer notre organisation et d'avoir l'humain au cœur, mais il faut former nos gens, il faut leur permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à ce nouveau façon de faire des affaires avec nos clients. Autre élément de programme, évidemment, on en a une brochette, je vais le dire ainsi, tant au fédéral qu'au provincial. On a mentionné plus spécifiquement le PACME, mais les subventions salariales, les comptes d'urgence, les rapports de versement de TPS, TVQ sont tous des éléments qui sont là pour favoriser le passage et créer un filet économique pour vous permettre là, de survivre et de vivre et de survivre au cours de cette période-là. Donc, vous l'aurez à titre de référence. Là, je ne veux pas passer à travers ça. On est déjà à 45 minutes de présentation. Évidemment, Raymond Chabot, on est là pour vous aider. On est là pour collaborer avec la GRAP de Propulsion Québec et ses entreprises. Donc, on serait rendu à l'étape de passer à la période des questions que, Victor, je crois que tu vas nous gérer ça. Oui, merci beaucoup. Merci Pierre et Nancy. Donc, juste un petit rappel avant de commencer. On vous invite à taper vos questions dans le menu Q&A ou Q&R, questions-réponses, qui se trouve en bas de la fenêtre Zoom. Vous pourrez continuer à poser vos questions pendant qu'on les pose. Il y en a déjà plusieurs personnes qui nous ont envoyé vos questions, donc on va y aller tout de suite. Première question. Nancy, tu as parlé d'indicateurs, qu'il fallait s'assurer de bien suivre nos indicateurs de performance et notamment les indicateurs de sortie de crise. On a une question justement qui nous demande si vous avez des exemples spécifiques d'indicateurs de sortie de crise. C'est sûr que le niveau de volume d'affaires devient un élément important, mais je le disais tantôt, la marge brute de ce qu'on génère va demeurer important. Il y a aussi tout le niveau des liquidités, vos ratios de fonds de roulement, vos ratios d'endettement. Je le disais, il faut qu'on les voit, il faut que vous les monitoriez parce que ça va avoir un impact à long terme. Donc, il faut être capable là, d'avoir ces ratios-là de façon importante. On doit les avoir en tête. Et encore une fois, dépendamment de la situation, un des indicateurs intéressants, c'est ce qu'on appelle la contribution marginale. Je ne veux pas être trop technique, là, mais c'est l'excédent, c'est les revenus sur les frais variables. Quand j'ai de l'excédent de capacité de production, dans ce contexte-là, chaque dollar que je génère au-dessus de mes frais variables est capable d'absorber des frais fixes. Donc, ça, c'est important à monitorer aussi quand je suis en excédent de capacité de production. J'aurais une autre pensée si je n'étais pas dans ce modèle-là, mais en période de crise ou en période de relance, tant que je génère une contribution marginale positive, ça me permet d'avancer. Je ne sais pas, Pierre, si tu voulais en ajouter d'autres. Non, je pense que c'est correct, mais c'est sûr que tous les indicateurs qui sont reliés à vos liquidités, tant que la business ne sera pas reprise, sont des indicateurs clés qui vous seront demandés par vos parties prenantes, mais également pour vous assurer, là, en période de crise, qu'on est encore, des fois, la solvabilité prime sur la rentabilité. Donc, il faut s'assurer d'aller chercher ces éléments-là. Là. Parfait, merci. Pierre, rapidement, et puis peut-être sans rentrer dans les détails du programme, tu as mentionné à la fin là, qu'il y a une des initiatives au fédéral, c'était le report des droits de douane. On nous dit qu'ils sont généralement facturés par les transporteurs. Donc, est-ce que tu as plus d'informations sur cette mesure-là? Honnêtement, je vais être obligé de prendre la question et vous revenir, Madame Sabine, là, parce que je n'ai pas, comme je le mentionnais, les programmes sont là, on voulait vous donner l'information, mais je n'ai pas la date exacte, là, puis que les transporteurs, là, vous devriez rembourser les frais de douane. Là. Fait qu'on va vous revenir là-dessus. Parfait.
Au niveau des opérations, Nancy, tu as parlé que c'était nécessaire évidemment de revoir notre modèle de coût de revient en lien avec nos produits et services. On nous pose la question, est-ce que cette révision de notre coût de revient doit tenir compte des différents programmes et subventions ou pas? Dans les faits, moi, je ferais la modélisation avec les deux. C'est-à-dire que les mesures sont temporaires. Ça fait que pour un certain moment, on peut s'en servir de ces mesures-là, puis effectivement, ça allège les frais fixes, puis ça nous permet de passer au travers, mais il faut être certain que notre modèle d'affaires nous permet de générer aussi en période normale. Et quand je parle de ça, moi, je ferais les deux scénarios. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il y a des fois, dans certaines organisations, tout le modèle de coût de revient influence le modèle de pricing. Donc, si je viens mettre les subventions dans mon modèle de pricing, je fausse la donne. Fait qu'il faut aussi que j'y réfléchisse. Et l'autre élément, je le disais tantôt, nos frais fixes demeurent importants et dans nos capacités changent. Fait que c'est surtout ça qu'il faut modéliser maintenant. Comment mes frais fixes sont absorbés, de quelle façon? Fait que, je ferais d'abord un modèle normal, puis ensuite, je pourrais intégrer pour voir qu'est-ce que ça change. D'accord. Dans le cadre où on est en B2B, nos clients sont généralement tout autant dans le jus que nous. Vous avez beaucoup parlé de sonder nos clients, de s'assurer de comprendre leurs nouveaux comportements d'achat et d'affaires. Est-ce que vous avez des exemples de façon de faire en ces temps de distanciation sociale et de pandémie pour venir sonder nos clients d'une façon efficace et prendre le pouls? Bien, c'est sûr qu'il y a différents moyens, puis ça dépend beaucoup des industries, hein. Juste de discuter avec quelques clients, des fois, ça nous donne beaucoup d'informations. C'est pas besoin d'être aussi formel que de dire je vais faire un sondage parce qu'effectivement, c'est un point important. Là, les gens ne sont peut-être pas là, mais d'appeler nos clients en ces temps de pandémie-là, c'est de renforcer la relation et de voir comment ces clients-là, comment ça se comporte chez eux. Des fois, c'est un appel de 15 minutes chez nos clients est portant. Nos clients A, comme hors nos clients A, etc. Mais c'est d'aller chercher le pouls, de faire quelques appels et de se faire un exercice avec le pestel, comme le disait Pierre. Donc, qu'est-ce qui change dans l'environnement? Qu'est-ce qui peut changer? Vous connaissez votre industrie en plus. Fait que d'anticiper les besoins des clients, vous êtes capable d'aller le chercher et de vous faire une petite analyse avec quelques appels, avec quelques éléments de l'environnement externe. Et je pense que juste ça, là, ça va permettre de faire une analyse qui va être assez intéressante. Totalement d'accord avec Nancy là-dessus. Puis, tu sais, le réflexe quand ça ne va pas bien, puis on le mentionnait là, dans l'action de consulter puis de tenir informés nos parties prenantes. Nos clients, nos banquiers vont être beaucoup plus indulgents face à des situations problématiques si on les tient informés que si on se met la tête dans le sable. D'accord. Une autre question au niveau des mesures à mettre en place justement pour relancer nos opérations manufacturières. Est-ce qu'il y a des obligations pour les entreprises manufacturières à respecter dans les mesures à mettre en œuvre sur les planchers? Et si oui, où est-ce qu'on les trouve? C'est la CNESST qui a fait un guide de mesures. Donc, je ne suis pas une spécialiste de ça, mais sur le site de la CNESST, le guide de retour au travail est disponible avec les mesures de distanciation sociale et ce que ça prend dans les organisations. Donc, ça, je pense que c'est important. Là, vous pouvez vous référer sur ce site-là, puis les informations y sont. D'accord. Peut-être une dernière question, à moins que d'autres personnes en mettent sur le forum. Pierre, tu as parlé en ouverture de mettre en place une cellule de crise, un comité stratégique. Est-ce que tu as des recommandations sur la composition de cette cellule de crise? Bien, tu sais, dans un monde, c'est sûr que quand on est dans un PME, là, la cellule de crise, c'est souvent l'actionnaire avec lui-même. Moi, je vous dirais, n'hésitez pas à vous entourer d'une couple de personnes, même si c'est quelqu'un de l'externe, votre comptable, votre banquier, les tenir informés, si vous n'avez pas de comité de gestion formel. Ceci dit, si vous avez un comité de gestion et qu'il est nombreux, réduisez-le pour être plus agile dans vos décisions. Mais assurez-vous d'avoir
un inner circle, excusez l'expression anglaise, là, autour de vous là, de 3-4 personnes avec lesquelles vous avez totalement confiance, autant dans leur jugement en termes de perspective d'avenir que confiance à agir face à des situations problématiques. Et je dirais peut-être, j'ajouterais multidimensionnel si c'est possible, parce que ne faut pas avoir juste un angle de vue. Hein. Il y en a qui ont un angle plus financier, il y en a qui ont un angle plus humain, il y en a qui ont un angle plus productif. Si on est capable d'avoir une complémentarité autour de ces gens-là, c'est très bien aussi. Parfait. Ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup à Nancy et à Pierre pour leur temps et puis leurs explications. Donc, merci aussi à tous les participants qui se sont joints à nous. Donc, comme on vous l'a mentionné en introduction, la présentation a été enregistrée et je pense que vous allez recevoir un lien vers la rediffusion de cette présentation par courriel suite à la présentation d'aujourd'hui. Vous allez également recevoir un petit sondage de satisfaction. C'est toujours très pertinent, à la fois pour Propulsion Québec et les conférenciers, pour pouvoir s'améliorer et rendre le contenu plus vivant, plus pertinent. Donc, on vous invite à le remplir dès que possible. Puis, il me reste à vous inviter, peut-être Nancy, si tu peux mettre la dernière page, à nos prochains webinaires. Le prochain qui aura lieu le 19 mai. Donc, pour en apprendre plus sur les outils essentiels pour développer sa connaissance d'un marché étranger. Donc, une présentation qui sera faite par le CRIC, donc Audrey Bonin, qui nous présentera les outils de bilan normatif et autres outils donc, pour mieux s'équiper avant de se lancer dans des nouveaux marchés. Donc, sur ce, je vous remercie à tous, puis je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup, Victor. Merci à tout le monde. Merci. Bonne fin de journée.